tous. Je vais vous faire rapidement un point d'information sur la stratégie urbaine durable sur laquelle tout le monde a beaucoup travaillé ces derniers mois, techniciens comme élus, dans des délais très contraints. Donc l'idée de cette stratégie urbaine durable, c'est d'abord de répondre à une exigence européenne qu'a transcrite la région pour pouvoir mettre en œuvre l'investissement territorial intégré, qui est donc le volet territorial du FEDER, qui est un fonds européen pour le développement des régions urbaines. L'objectif, c'était bien de renforcer la cohérence et la complémentarité des fonds européens avec l'ensemble des financements nationaux, régionaux et départementaux dont bénéficie l'ensemble des territoires, y compris la Garenne, bien sûr. Cette stratégie, c'est une déclinaison locale des priorités de la stratégie Europe 2020, donc pour une Europe intelligente, inclusive et durable, rien de moins. Donc c'est une approche intégrée du développement territorial qui devra devenir le socle de toutes les contractualisations à venir sur la période 2014-2020, notamment avec la région. Elle a été construite autour de 3 axes. Le premier, consolider l'emploi et le dynamisme économique pour une agglomération solidaire et attractive. Le second, préserver les ressources et réussir la transition énergétique du territoire. Et le troisième, renforcer les solidarités humaines et territoriales, qui s'appuie énormément sur le contrat de ville en cours d'élaboration. Les délais ont été très serrés puisque l'appel à stratégie est sorti à la région mi-juin avec obligation de répondre avant le 28 novembre, ce que nous avons fait. On a travaillé dans les commissions au mois de septembre-octobre. On a essayé d'avoir l'avis du Conseil de développement, mais on s'excuse là encore de les avoir fait travailler dans la précipitation. Cette stratégie, il est bien important de considérer qu'elle constitue vraiment la première étape du projet d'agglomération 2015-2020. L'objectif, c'était vraiment de transmettre à la région un document avec des objectifs au plus large pour ne se fermer la porte d'aucun financement pour la période à venir. L'objectif, c'est quand même d'adopter le projet d'agglomération avant l'été 2015, en même temps que le PIC 3, ce qui du coup nécessitera au cours du premier trimestre 2015 l'arbitrage des objectifs politiques et leur priorisation au regard des compétences et des moyens humains et financiers. Ce sera donc fait dans les mois qui viennent. On reviendra donc vers l'ensemble des élus et des techniciens pour travailler là-dessus. On travaillera aussi sur l'évaluation de cette stratégie parce qu'aujourd'hui on a un certain nombre d'indicateurs définis par l'Europe, mais il en manque d'autres. Les prochaines étapes, maintenant qu'on a rendu la stratégie, nous, le 28 novembre dernier, c'est février 2015, la région qui doit notifier les enveloppes pour le volet territorial du FEDER par territoire ayant répondu, soit l'ensemble des agglomérations plus les territoires ruraux groupés en bassin de vie. On peut s'attendre, nous, à environ 4,5 millions de financement par l'Europe là-dedans sur les piliers. Sur les piliers transition énergétique et cohésion sociale. À côté de ça, d'autres lignes du FEDER seront mobilisables, notamment sur la gare et le PEM Nord ou sur le référentiel de très grande échelle, par exemple, et potentiellement d'autres sujets qu'il faudra creuser quand on aura le programme opérationnel arrêté et adopté par la Commission européenne, ce qui ne devrait plus tarder. Une fois les enveloppes notifiées, la région va organiser des auditions de chacun des territoires, l'idée étant de rencontrer des élus locaux, enfin que les élus régionaux rencontrent les élus locaux pour discuter de la stratégie. Voilà, toujours des problèmes. Des dossiers de subvention pourront donc être transmis à la région pour le FEDER dès les enveloppes notifiées. Et pour mémoire, les dépenses pourront courir à compter du 1er janvier 2014. On vous transmettra certainement demain un lien pour télécharger cette stratégie dans son état actuel, sachant que c'est un document qui sera soumis à évolution. Il est beaucoup trop lourd pour passer par mail, donc il faudra passer par une plateforme de téléchargement. Voilà. Bon, moi c'est bon, c'est terminé. Bon, écoutez, on a un problème technique et les services m'informent qu'il nous faut faire une pause de 5 minutes. Donc là, je vous propose de retarder le début de ce conseil de 5 minutes, autant que la technique
techniques se mettent en ordre de marche pour qu'une fois tous les jours cette séance puisse être enregistrée. Et on est obligé de tout réinitialiser, si je comprends bien, c'est ça? Tout éteindre, etc. Donc ça pose 5-10 minutes de... Vous laissez bien toutes les cartes en dehors des sélecteurs. Je vous propose de reprendre place. Allez, vous pouvez remettre l'ensemble des cartes. Tout doit normalement fonctionner. Donc je vais reprendre l'appel. Je sais plus, je me suis arrêté précisément, mais Kadamaour, il n'est pas très loin, il est absent et il n'a pas donné de pouvoir. Françoise Destien, que j'ai vu, Jean-Jacques Lumeau, Catherine Lingard, Gilles Mahé, Sabine Mahé, Kadamaour. Voilà, donc voilà, Kadamaour qui est absent, qui n'a pas donné de pouvoir. Alain Manara, Frédéric Martin, Alain Massé, Lydia Ménien, Alain Michelot, Marilène Montfort, Jean-Marc Nicolet, Christiane Nouzido, Louis Wyss, Jean-Claude Pelter, David Pelon, Henri Piquet, Corinne Pro, Éric Provost, Yvon Renévotte, Béatrice Rigalan, Catherine Rouget, Thierry Rio. Thierry Rio et Alain Saillant sont absents et ont donné le pouvoir. Sandrine Salmon, moi-même, Jean-Michel Texier, Pierre Toméré, Sandra Van der Ren et Roger Veillot. Il nous faut déterminer un secrétaire de séance et je vous propose dans l'ordre du tableau Gaël Bénizé, si l'on est d'accord. Merci Gaël. Et il nous faut approuver le procès verbal du Conseil communautaire du 4 novembre 2014. Y a-t-il des remarques particulières sur ce procès verbal, des observations? Ce n'est pas le cas, il est donc approuvé à l'unanimité. Nous avons la présentation du plan de prévention locale des déchets par Francis Chalot. Non, il est reporté, excusez-moi, voilà. Et nous avons fait la présentation en amont. Nous allons donc pouvoir rentrer dans nos délibérations et je vais passer la parole à David Pelon pour nous rapporter la situation de la CAN en matière de développement durable. Allez, il faut appuyer sur le point. Bonjour à tous. Mes chers collègues, tout d'abord, merci à l'ensemble des commissions qui ont participé à l'élaboration du rapport que je vais vous présenter ce soir. Mes chers collègues, conformément à l'article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant l'engagement national pour l'environnement, dit la loi Grenelle 2, le décret d'application du 17 juin 2011, il est demandé aux communes et aux EPCI de plus de 50 000 habitants d'élaborer un rapport sur leur situation en matière de développement durable, à présenter préalablement au débat d'orientation budgétaire. Ce rapport décrit sous forme de synthèse la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations de documents de bilan produits par la commune sur la base volontaire, l'agenda 21, ou prévu par un texte législatif ou réglementaire, le PCET. L'intérêt de ce rapport est de présenter chaque année l'évolution de la prise en compte du développement durable dans le fonctionnement de la collectivité comme les politiques publiques mises en œuvre. Comme chaque année, comme l'année précédente, le rapport basé sur les finalités du développement durable apporte une vision transversale des politiques publiques menées par la CAREN. Ainsi, 5 parties composent ce rapport: la lutte contre le changement climatique, la préservation des ressources naturelles, le développement social et solidaire du territoire, l'amélioration de la qualité de vie des habitants et l'exemplarité de la collectivité. À la description des actions menées s'ajoutent des indicateurs de suivi permettant d'observer chaque année les impacts de la politique menée. Les actions sont mises en œuvre, sont mises en valeur dans un encadré focus et les actions programmées pour l'année suivante sont décrites dans une rubrique perspective. En 2014, nous pouvons retenir quelques actions phares
la poursuite de la lutte contre la précarité énergétique, la réalisation d'une étude pour la faisabilité d'une unité de méthanisation, la compensation innovante du parking nord de la gare, le suivi renforcé de personnes en insertion via le PLI, l'aménagement du littoral à Pornichet, la réflexion sur la participation à la mise en œuvre du PCET, le copilotage d'une étude écologique industrielle sur la zone industrielle portuaire de Montoire, Saint-Nazaire et Donge. Toutes les directions ont été impliquées dans la rédaction de ce rapport. Il est alors le résultat d'un travail collaboratif et d'une vision partagée. Ce rapport a également pour objet pédagogique. Son organisation permet de comprendre comment la Carène, au travers de ses actions et par le biais de ses compétences, participe aux engagements internationaux et nationaux en matière de développement durable. Évidemment, je ne pourrais pas vous décrire tout l'ensemble des actions, mais il est inclus dans le petit document que vous allez avoir. Et je vais laisser un peu la parole à Pascal qui va pouvoir nous en dire un peu plus. Merci. Je souhaiterais, en tant que vice-présidente effectivement déléguée au développement durable et élu du groupe écologiste, saluer l'effort particulier de notre communauté d'agglomération en faveur du développement durable depuis déjà quelques années. Des résultats notables ont été obtenus. Une maîtrise des consommations d'énergie des communes et de la Carène grâce au conseil en énergie partagée, des gains énergétiques dans l'habitat neuf et ancien rénové allant de 21% en 2009 à 40,3% en 2013, une baisse des émissions de gaz à effet de serre avec l'accroissement du nombre d'aires de covoiturage, passé de 2 à 6 en 2013, et la progression constante de nos transports en commun, mais aussi la baisse des quantités de déchets collectés et leur valorisation accrue. Enfin, des résultats en matière de préservation des espaces naturels et agricoles, et donc de la biodiversité, par la mise en place d'un péan, de mesures compensatoires du parking nord et dernièrement du pacte de lutte contre la Jussie. Ces actions doivent s'inscrire dans le temps et nécessitent une vigilance extrême. Il reste encore beaucoup à faire pour mieux préserver les milieux naturels et remédier aux pollutions de l'eau et de l'air. Dans le domaine de l'eau, les pesticides restent un gros point noir. En 2011, malheureusement, on détectait des produits phytosanitaires ou leurs résidus dans 93% des points suivis dans les cours d'eau et dans 63% des points d'eau souterraines en France. Sur notre bassin versant, on a pu constater une baisse de la quantité des pesticides dans les usages agricoles, mais une augmentation dans les usages publics des communes, mais surtout des particuliers. Si nous n'avons pas connu de fermeture de captage d'eau grâce à la nappe de Cambo qui est bien protégée, on retrouve tout de même la présence de ces produits dans les captages de la Loire et de la Vilaine. Sur l'air, la situation appelle aussi à notre vigilance. La pollution de l'air dépasse régulièrement les seuils réglementaires pour la protection de la santé humaine. Sur notre territoire, RP de la Loire faisait encore état de 5 jours consécutifs de qualité moyenne de l'air sur Saint-Nazaire, du 30 novembre au 4 décembre dernier, qualité cotée entre 1 et 10, enfin sur une échelle de 1 à 10, et nous étions donc à 5 sur cette échelle pendant 5 jours. On enregistre enfin une fréquence accrue des catastrophes naturelles, en particulier des inondations, qui représentent 2/3 des événements naturels graves survenus en France. Le coût cumulé des dommages assurés liés aux inondations entre 1988 et 2011 est estimé à 7,4 milliards d'euros pour notre pays. 6,8 millions de personnes, soit 11% de la population, sont exposées aux crues des cours d'eau et 850 000 le sont potentiellement aux submersions marines. Notre territoire n'est pas épargné et notre programme d'action de prévention des inondations, appelé PAPI, et de submersion marine, vise bien sûr à répondre à ces risques croissants, mais il ne faudra pas oublier que l'artificialisation des terres est un facteur aggravant de ces phénomènes et demandera donc à poursuivre nos efforts en termes de maîtrise du foncier et de densité urbaine. Je souhaitais rappeler que ces efforts de développement durable sont parfois vécus comme des contraintes. Ils sont aussi
et surtout des moteurs de l'économie locale par la création d'emplois dans les filières de l'énergie renouvelable, de rénovation des bâtiments, de maintien d'activités agricoles ou encore de traitement des déchets, pour ne citer qu'elles. Ils sont enfin les garants d'une qualité de vie et d'environnement pour tous. Merci de votre attention. Merci pour ces deux rapports, en tout cas le rapport de cette commission faite à deux voix. Je lance le débat. Y a-t-il des remarques particulières, des interventions, des précisions? Monsieur Blanchard, vous souhaitez intervenir? Vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, je ferai simplement cette simple remarque concernant le vote du rapport 2014 de développement durable. Je crains que les points exposés dans ce rapport, lutte contre les dérèglements du climat, préservation de nos ressources et surtout le développement de notre territoire, ne dépendent pas de la Carène, mais de l'État. Je le sais désormais beaucoup plus volontariste que par le passé sur les questions d'environnement. En même temps, le gouvernement que soutient la majorité de cette Assemblée ne fait pas assez pour aider la France dans l'excellence environnementale. Les adversaires politiques, EELV, ont d'ailleurs inventé un sigle très utile que je emprunte volontiers, les GPII, pour désigner les grands projets inutiles mais imposés, tels l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou le barrage de Sivry. Ces méga-structures traduisent bien les contradictions d'un gouvernement portant de gauche sur les questions de l'écologie. De l'autre côté, pris en main par la gauche, l'État se défausse de sa responsabilité de grand aménageur pour les questions environnementales et territoriales, déléguant à ses nouveaux enfants chéris les communautés d'agglomération. Alors oui, cette année, la Carène a maintenu son engagement pour le développement durable au travers de la mise en œuvre concrète du plan climat, énergie, territoire, nous indique le rapport. Mais au-delà du fait que c'est un rôle qu'elle vole aux autres acteurs, comment peut-elle nous bercer d'illusions? Croit-elle enrayer un réchauffement climatique planétaire à l'échelle d'une communauté de 100 000 habitants? Cette épreuve colossale du siècle ne sera pas ralentie par des actions d'animation de la Carène. Son conseiller en énergie partagée ou une coopération d'ailleurs non réciproque avec Cuba et la Tunisie. C'est par une transition énergétique qui dépasse le slogan que la pollution peut diminuer et le changement climatique ralentir. Cette transition ne peut d'ailleurs s'opérer que par de très lourds investissements nationaux au minimum. Mais ce n'est qu'un rêve. Créer cette transition, et pas qu'une posture, reviendrait en effet à retrouver notre souveraineté économique et monétaire. Car comme l'avance l'économiste Philippe Murer, ancien compagnon de route du PS et auteur de La transition énergétique, une énergie moins chère, pour que cette transition puisse se faire, elle requiert des investissements très importants, plus importants encore que le programme nucléaire français. Et pour les faire, il va falloir emprunter de l'argent à la Banque de France, à des taux d'intérêt suffisamment bas. Cela signifie qu'il faut donc sortir de l'euro, car la Banque Centrale Européenne nous interdit qu'une entreprise publique comme EDF puisse emprunter auprès de la Banque de France. Or, cela, sortir de la BCE comme de l'euro, le président Hollande n'en veut pas. Ce faisant, sa loi de transition énergétique d'il y a quelques semaines, malgré des avancées réelles, notamment sur l'arborescence programmée, ne sera jamais comme d'habitude avec lui qu'une demi-mesure et un plein renoncement. Mais nous savons les communautés d'agglomération, à l'exemple de la Carène, prêtes à dicter au climat, conjuguant au futur de l'impératif. Les scientifiques sont formels. La submersion des Maldives ou du Bangladesh va être ralentie puis stoppée par la Carène dans quelques décennies. En l'attente, ses habitants ne sont pas invités à construire des digues chez eux contre la montée de l'océan, mais à venir migrer chez nous en tant qu'écolo-réfugiés. Non, retrouvons la juste mesure des choses. Monsieur le maire, chers collègues, je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur Blanchard, je suis président. Ne confondez pas. Et vous êtes conseiller communautaire et vous êtes en rien député européen ou député. Autrement dit, l'ensemble des débats et de votre intervention, si vous étiez au Parlement européen, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, pourquoi pas? Mais je vous rappelle que nous sommes au conseil communautaire constitué de 10 communes. Pour le reste, je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur votre intervention. Tellement elle me paraît déplacée. Y a-t-il d'autres interventions? Il n'y en a pas?
j'ai écouté les rapporteurs et Madame Hamon, vous souhaitiez dire un mot, Monsieur Delandon. Et j'ai écouté, je vais donc mettre au voix. Non, c'était simplement une prise, et donc je demande une prise de connaissance, et je demande de prendre acte de cette prise de connaissance. Je vais passer la parole à Madame Algan pour de longues délibérations, puisque nous avons Madame Algan va ouvrir la délibération numéro 2 à la délibération numéro 16. Donc, premier débat d'orientation budgétaire sur la mandature. Comme vous le savez, cet exercice est obligatoire dans un délai de 2 mois maximum avant le vote du budget définitif. Il ne donne pas lieu à un vote. Ce débat est une prospective pour l'année qui va venir, 2015 en l'occurrence, mais pas seulement, elle est aussi la prospective et la feuille de route prévisionnelle pour 2015-2020. Oh là, excusez-moi. Donc, débat d'orientation budgétaire sommaire. Première citation économique, donc premier point, situation économique, sociale et financière. Deuxième point, les éléments du projet de loi de finances 2015 et incidents sur les budgets de la Carène. Et le troisième point, on fera des éléments de conclusion. Donc, situation économique, sociale et financière, donc également 3 points. A, léthargie et spectre de la déflation dans la zone euro, B au niveau national et C au niveau local. Donc léthargie et spectre de la déflation dans la zone euro. Donc depuis 2011, croissance atone en zone euro. Aujourd'hui, risque de déflation politique accommodante de la BCE et signe de relance budgétaire au niveau européen. Donc on le voit bien, la rigueur budgétaire est un des freins à cette croissance. Et malheureusement, nous n'avons pas dans la zone euro une politique budgétaire commune sur ces points-là. L'hétérogénéité des contextes économiques et budgétaires de la zone euro est le principal écueil à une sortie durable de la stagnation. C'est de l'autorité publique qu'il n'y aura pas de résorption du chômage sans une croissance d'1 point, voire 1,5 point minimum. Quant au plan Juncker, enveloppe dévolue pendant l'été par la Commission européenne pour relancer l'investissement, qui prône une relance justement par l'investissement, aurait dû vraisemblablement être un changement de la politique économique européenne, mais ne nous réjouissons pas trop vite. En effet, aux dernières nouvelles, sur les 315 milliards promis sur 3 ans, il s'avère que cette enveloppe dispose seulement de 21 milliards d'argent public. Ce montage financier qui va être proposé pour financer le reste s'apparence plus au partenariat public-privé que l'on connaît. B, au niveau national. Donc, dans ce contexte européen morose, les perspectives de croissance ont été revues à la baisse pour le projet de loi finance 2015 en France. Au niveau national, on le constate sur cette vue, le PIB est proche de 0 ou 0,5 et dans ce contexte morose, les perspectives donc, ont été finalement revues à la baisse. Niveau local. Au niveau local, sur ce graphique des évolutions de taux de chômage, on constate que la zone d'emploi de Saint-Nazaire reste en deçà de la moyenne nationale, mais cependant il est difficile de se contenter de cela, car nous sommes à un niveau nettement plus élevé que la moyenne régionale et départementale. Cependant, de nouvelles perspectives viennent d'arriver avec une lettre d'intention de 2 pagos pour STX. Nous assistons depuis 2012 à une nouvelle hausse comme aux autres échelons territoriaux. Il y a un relatif tassement depuis mi-2013, même si le taux de chômage a légèrement augmenté au second trimestre 2014 à 9,50%. En 2013, avec 41 237 emplois, la Carène constitue le principal pôle d'emploi du bassin. Donc, troisième, les éléments de projet de loi de finances 2015 et les incidents sur les budgets de la Carène. Donc, premièrement, une vue sur la diminution des dotations, incertitude sur la croissance fiscale et augmentation de la péréquation. Ensuite, le budget annexe de collecte et de traitement des déchets, le budget annexe des transports et des déplacements suivra, ainsi que le budget annexe de l'assainissement et le budget annexe de l'eau. Donc,
que les éléments de projet de loi de finances 2015 et les incidences sur les budgets de la Carène, donc l'effort est confirmé pour la contribution des collectivités au redressement des comptes publics. Après les 1,5 milliard d'euros de 2014, ce sont 11 milliards entre 2015 et 2017, environ 3,67 milliards annuels. Les dotations de l'État sont ramenées au niveau de 2004, début de l'acte 2 de la décentralisation. Cela implique une nécessaire maîtrise du fonctionnement des collectivités, avec une baisse programmée d'environ 30% des dépenses d'investissement pour absorber la chute des dotations. Donc, diminution des dotations, incertitude sur la croissance fiscale et augmentation de la péréquation. Donc, de 2015 à 2020, nous estimons la contribution de la Carène au redressement des comptes publics à environ 28 millions d'euros cumulés. Depuis 2012, avec le gel en valeur des dotations de l'État, effritement des dotations car compte tenu du potentiel financier de la Carène. Sans précision avec ce que nous allons connaître à partir de 2015, la dotation d'intercommunalité disparaît en 2017 et pour les années suivantes, nous aurons une ponction sur les recettes fiscales, ce qui s'appelle la peine aggravée. L'effort demandé aux EPCI sera proportionnellement plus important que celui demandé aux communes. À noter les compensations qui constituent des variables d'ajustement à l'enveloppe de la DGF pourraient diminuer également pour 2015 d'environ 34%. Sur le graphique, on constate entre 2014 et 2015 des pertes de DGF et compensations. Entre 2016 et 2020 s'ajoutent des pertes prévisionnelles de recettes fiscales, ce qui nous donne une perte annuelle qui passe de 2 513 000 à 5 838 000 euros dans la période 2014-2020. C'est pas une mince affaire. Donc une croissance atone qui pèsera sur l'évolution des recettes fiscales. Notre territoire avait été épargné par les baisses de CVAE enregistrées par certaines collectivités en 2014. Ce ne sera a priori pas le cas en 2015. Nous pouvons cependant regretter le manque d'informations fiscales à ce sujet, ce qui permettrait de vérifier les chiffres que l'on nous donne. En vert, il y a la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises et en pointillé la courbe de tendance. CVAE prévisionnel pour 2015 de 9 666 000 millions d'euros, baisse de 6,2 par rapport à 2014, et nous revenons au niveau de 2013. Nous n'avons pas pour l'instant les explications pour cette inversion de la courbe. Dans le cadre des prospectives financières, l'hypothèse retenue a été une évolution moyenne annuelle de 1%. Produit prévisionnel, 10 159 millions d'euros à l'horizon 2020, un peu moins que le produit de 2014. L'évolution moyenne annuelle, vous voyez, entre 2011 et 2014 était de 9,4, mais nous sommes partis d'un point relativement bas en 2011. Cependant, en observant la courbe de tendance, l'évolution retenue semble prudente. Vue suivante. Donc, une croissance atone qui pèsera sur l'évolution des recettes fiscales. Donc, le rythme de l'inflation servant de référence à la fixation du coefficient d'évolution forfaitaire des bases fiscales, il pèsera inéluctablement sur celle-ci. Nouveauté par l'Assemblée nationale pour 2015, 0,9. Inflation à 0,50 environ. Hypothèse d'évolution de 2% des bases en moyenne à l'horizon 2020. Évolution constatée sur 2011-2014, 3,5 pour la taxe d'habitation et pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avec une évolution forfaitaire des bases d'environ 1,6 en moyenne. C'est l'embellie pour 2015 sur la vue suivante l'évolution de la cotisation foncière des entreprises. Suivant les premières estimations des bases nettes des entreprises dominantes communiquées par la Direction régionale des finances publiques, le produit prévisionnel pour 2015 pourrait se situer à environ 22 670 000 euros. Avec une hypothèse de hausse de 2,5 en moyenne annuelle, le produit pourrait être de 25 626 000 euros à l'horizon 2020. Croissance, diminution des dotations toujours, les évolutions pèseront plus lourdement sur les collectivités qui n'ont pas la maîtrise de leurs charges. Au global, évolution moyenne, ça c'est les recettes du budget principal, de 2014-2020. Évolution moyenne annuelle de 0,3 des recettes du budget principal. Il est vraisemblable que nos confinanciers vont se recentrer sur leur principale mission et donc limiter, voire arrêter leur programme de subvention. Je veux parler de la région et du département. Ceci impactera forcément la Carène et ses communes membres. Seul élément positif sur le financement des investissements, relèvement du
taux de remboursement du Fonds commun de TVA, 16,404 pour 2015 contre 15,761 en 2014, ce qui est lié à l'augmentation du taux de TVA. Donc, maîtrise des charges de fonctionnement dans un contexte d'augmentation de la péréquation nationale et locale. Le contexte positif de l'augmentation des recettes fiscales a eu pour effet de situer notre territoire parmi les premiers contributeurs au niveau national. Donc, vous voyez, la Carène est le troisième contributeur. En euros par habitant au fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. Graphique de comparaison de la contribution au FPIC en euros et par habitant en 2013 avec des agglomérations à fiscalité professionnelle unique de même strate démographique. Vous constatez au niveau de ces agglomérations de la strate que nous sommes le troisième contributeur avec 11 € par habitant pour une population d'élèves de 130 000 habitants. Donc, le FPIC continuera à suivre la progression annoncée en 2012, donc enveloppe de 150 millions d'euros en 2012, 360 millions d'euros en 2013, 570 millions d'euros en 2014, puis 780 millions d'euros en répartition en 2015, puis 1 million d'euros en 2016 pour ensuite progresser suivant le rythme des recettes des collectivités. Pour ce qui est de la DSC, la décision que nous avons votée lors du Conseil de juin pourrait amener un montant de l'enveloppe à environ 13 158 000 € en 2015. La Carène reversait déjà beaucoup à ses communes en 2013 et ce sera encore plus vrai en 2014 avec la politique redistributive volontariste votée cette année. Ce qui nous place à la troisième place, toujours pareil, entre l'attribution de compensation plus la DSC, le FPIC par État, à 401 € par habitant en 2013. À cela, il faudra ajouter la partie versée aux communes à partir de 2014. Donc, toujours à la troisième place avec 401 € par habitant, ce qui est quand même pas mal. Maîtrise des charges de fonctionnement dans un contexte d'augmentation de la péréquation nationale. Les équilibres sont maintenus avec une moyenne annuelle de 20 millions d'investissements, soit 16 millions par an plus le centre aquatique. Lors du précédent mandat, la Carène avait réalisé en moyenne annuelle 19 millions d'investissements, dont 3,7 millions de fonds de concours aux communes. Nous sommes donc sur la même trajectoire. La politique de solidarité se substituant au fonds de concours. Ceci conduirait la Carène à recourir à l'emprunt à hauteur d'environ 23 millions sur la période 2015-2020. Donc la capacité de désendettement serait de 3,2 ans en 2020. Il faudra de plus s'assurer au cours de la période que les budgets annexes ne viennent pas alourdir les charges du budget principal. Donc, budget annexe de collecte et de traitement des déchets. La TEOM est à un niveau qui nous permet d'assurer l'équilibre du budget, qui est d'ailleurs la vocation première, un budget annexe va être équilibré. Possibilité de réaliser 18 millions d'investissements de 2015 à 2020. L'équilibre de ce budget depuis 2011 contribue à ne pas obérer les marges de manœuvre du budget principal, chose qu'on a connue dans l'ancienne mandature. Hypothèse d'évolution des bases de TOM de 2%, je parle bien des bases, je ne parle pas du tout, des bases de TOM de 2% en moyenne annuelle de 2014 à 2020, à taux constant, donc le taux de convergence qu'on a voté à 10,80, et de stabilité des produits d'exploitation qui fluctuent au gré des tonnages et des cours de matière. Les 18 millions d'investissements de 2015 à 2020 peuvent être réalisés sans recourir à l'emprunt. Un sujet important à évoquer à l'avenir, l'amélioration de la valorisation des déchets. Donc, comparaison du produit TOM de 2013 en euros par habitant, toujours avec des communautés d'agglomération en fiscalité professionnelle unique de même strate démographique. Donc, on se situe dans la moyenne, vous voyez, on est là à 122 € par habitant. Je vous conseille qu'il conviendrait cependant de comparer les services mis en place, mais on l'a fait et effectivement on reste toujours dans la moyenne à 122 €. But suivant. Donc le versement transport. Pour les prospectives, l'hypothèse d'une évolution de 1,3 en moyenne annuelle du produit avec un taux de VT constant sur la période, 1,5 avec un produit prévisionnel de 18 200 000 € en 2014, le produit serait de 19 667 000 € en 2020. La moyenne annuelle d'évolution des bases était de 2% de 2008 à 2013. Les 15 millions 9 sont financés sans recours à l'emprunt.
en sus possibilité de réaliser environ 7,8 millions d'investissements supplémentaires ou de développer l'offre existante. Des hypothèses d'évolution de services sont en cours, le cadencement des multibus et la tarification sociale pour les personnes en difficulté. Mais ça, il y a des gens qui vont peut-être répondre aux questions s'il y en a. Vue suivante, une augmentation du taux de VT serait nécessaire pour assurer les équilibres à moyen terme si la mise en place de nouvelles lignes était envisagée. Du fait du développement de la ligne Hélice, le plafond du taux de VT pour une agglomération de Nostrate pourrait être fixé à 1,75. Et du fait de la présence d'une commune touristique, ce plafond pourrait atteindre 2%. Il convient également de noter l'extinction rapide de la dette sur la période 2014-2020. Nous avons donc sur ce graphique une capacité de désendettement qui passe de 3 à 1 année. Budget de l'assainissement. Donc équilibre à l'horizon 2020 avec un produit des redevances assainissement qui évoluerait de 2,3% en moyenne annuelle et des charges de fonctionnement courant maîtrisées. À service rendu constant et contenu, l'équilibre du budget nécessitera de recourir à la politique tarifaire tout en portant la plus grande attention à en limiter l'évolution. Les investissements antérieurs, par exemple les steps conséquents, vont nous amener pour le budget 2015 à vous proposer de faire évoluer les tarifs de 2,5 eau et assainissement cumulés, ce qui fait pour une consommation de 80 mètres cubes 7 € par an pour l'usager et pour une consommation de 120 mètres cubes 10 € par an pour l'usager, ce qui fait une moyenne annuelle de 8 €. Donc, impact du projet de loi finance 2015 sur les budgets des agences de l'eau, prélèvement de 175 millions par an. L'agence de l'eau apportera des avances à taux zéro et plus de subventions d'investissement. La CAREN sera vraisemblablement conduite à emprunter davantage pour le financement de ces investissements, avec des charges de fonctionnement principalement maîtrisées, financement des investissements prévus 71,4 millions sur la période 2015-2020, dont le schéma départemental de sécurisation en eau potable sous maîtrise d'ouvrage de la CAREN, auquel s'ajoute en section de fonctionnement 6 millions de participation aux investissements sous maîtrise d'ouvrage de notre métropole. Emprunt essentiellement en 2016 et 2017, vous voyez il y a un pic, à service rendu constant et contenu, l'équilibre du budget nécessitera de recourir à la politique tarifaire. Pour le budget 2015, nous proposons de faire évoluer les tarifs de 1,5. Vous constatez sur le graphique, donc le rythme dont je vous parlais, de l'encours épargne brute est dû à la contribution de notre métropole pour le schéma de sécurisation entre 2015 et 2017. Donc, élément de conclusion, le maintien d'un niveau d'investissement suffisant et une attention toujours importante au niveau de l'encours de la dette. Donc, les collectivités réalisent les 3/4 d'investissement public en France. Pour maintenir cet effort en matière d'investissement, cela ne passera que par une stricte gestion de nos dépenses de fonctionnement. Et j'insiste bien là-dessus. Toutes y seront contraintes. Un objectif indicatif d'évolution de la dépense publique locale apparaît au projet de loi finance 2015, futur critère pour cibler les collectivités qui devront le plus contribuer au redressement des finances publiques. Donc, lors du précédent mandat, la CAREN avait réalisé sur le budget principal en moyenne annuelle 19 millions d'investissements, dont 3,7 millions de fonds de concours aux communes. Nous sommes dans ce schéma-là avec le centre aquatique. Vous voyez l'évolution budget par budget, y compris le budget principal, que l'encours de dette à objectif 2020 augmente très peu par rapport à la situation de 2014. Deux budgets sont contraints par leurs investissements futurs ou antérieurs, ce sont l'eau et l'assainissement. Ces prévisions sont faites à compétences constantes et de plus, il faudra veiller au cours de la période que les budgets annexes ne viennent pas alourdir les charges du budget principal. Une dette qui ne doit pas pénaliser les générations futures et maintenir une capacité de désendettement soutenable sur l'ensemble des budgets. Donc, en conclusion, pour synthétiser, nous avons un montant des investissements constants à la mandature antérieure pendant le mandat avec maîtrise des dépenses de fonctionnement, baisse des dotations très importantes de notre vigilance dans les prévisions, élaboration du PIC 3 dans l'enveloppe établie au cours du premier semestre 2015 et deux budgets annexes à surveiller, l'eau et l'assainissement, avec probable hausse des tarifs, mais maîtrisée. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette présentation qui me semble extrêmement claire et en même temps synthétique, et c'est toujours un exercice difficile à faire. Et donc, je voudrais remercier bien évidemment
Marianne et de l'ensemble des services, et notamment Michel Combet qui est aux manettes tout au long de l'année sur ces sujets-là. Et je sais que Marianne travaille main dans la main avec Martin Arnoux sur les sujets des finances. Il y a des demandes de prise de parole. Je n'ai pas entendu. Alors, j'enregistre les demandes de prise de parole. Il y a M. Leméraire, M. Blanchard, M. Manara, allez, M. Belliot. Alors, attendez, permettez-moi, M. Leméraire, M. Blanchard, M. Manara et M. Belliot. Monsieur Leméraire, je vous passe la parole. Vous l'avez? Allez. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, nous l'avons bien compris, l'heure n'est pas à la fête. Vous en avez fait une stricte démonstration, une belle démonstration, Madame Adam. Alors, plusieurs points appellent de notre part quelques commentaires sur le document qui nous a été soumis à ce Conseil. Alors, tout d'abord, au niveau national, l'analyse que vous faites de la situation nous interpelle. Je vous cite, c'est dans le texte, plusieurs pays d'Europe du Sud voient leurs indicateurs macroéconomiques s'améliorer, alors que la France peine à sortir d'une situation morose. Je ferme les guillemets. Une des raisons n'est-elle pas que la France, justement, n'a pas encore réalisé les réformes nécessaires à son redressement, ce qui expliquerait en grande partie la situation dans laquelle nous nous trouvons? Alors vous précisez par ailleurs que, j'ouvre les guillemets, l'Allemagne commence à montrer des signes d'essoufflement. Je les ferme. Il est peu de dire que nous rêverions de voir notre pays à ce point essoufflé. Le taux de chômage ne serait pas au niveau auquel il est actuellement. Et ce n'est pas la baisse de l'euro et la faiblesse des taux d'emprunt qui suffiront à eux seuls à améliorer la situation économique et sociale dans laquelle nous nous trouvons. Vous nous précisez que la stagnation qui frappe la France résulte d'un appareil productif vieillissant dû à des marges trop faibles des entreprises et à la réduction des dépenses publiques. À qui la faute? Qui est au pouvoir? Qui est aux commandes? Pourquoi les marges des entreprises sont-elles si faibles? Les Français et les petites et moyennes entreprises sont en situation de burn-out fiscal. Selon les derniers chiffres annuels d'Eurostat, au niveau européen, la France arrive juste derrière le Danemark avec 57,1% de son produit intérieur brut consacré aux dépenses publiques, soit 1151 milliards d'euros. On peut se poser la question de l'efficacité. Heureusement que les dépenses publiques baissent. Il était temps de stopper cette spirale infernale de l'inflation des dépenses publiques. Et l'exemple doit être donné tant au niveau national qu'au niveau local. Et j'ai bien entendu qu'effectivement, ce qui était prévu, c'était vraiment une maîtrise des dépenses. Donc ça va dans le bon sens. Donc dans le monde de l'entreprise, on appelle cela un plan de retour à l'équilibre pour assurer sa survie. Alors la consommation des ménages reste en retrait, dites-vous dans le document qui nous était soumis. Donc les Français détiennent plus de 4 000 milliards d'euros d'épargne, selon les derniers chiffres qui ont été publiés. Le taux d'épargne des Français a atteint 15,9% du revenu disponible brut au premier semestre 2014. Au dernier trimestre de 2013, ce taux n'était que de 14,7% selon la Banque de France. La grande majorité des économistes interprètent cette hausse par un pessimisme collectif ou une éventuelle précaution compte tenu de la faible croissance en France. Alors oui, nous sommes d'accord avec vous lorsque vous précisez que le climat de confiance devra être restauré aussi bien du côté des ménages que des entreprises. La question, c'est comment restaurer cette confiance? Certainement pas en se réjouissant de la forte hausse de la cotisation foncière des entreprises, comme vous le faites en allant jusqu'à parler, je vous cite, d'embellie de la hausse des taxes, que vous avez récemment décidé, contre laquelle nous sommes le seul groupe politique à nous être opposés. Comment croire que l'augmentation des taxes puisse attirer de nouvelles entreprises? Au niveau local, vous précisez que le nombre d'emplois privés a baissé de 0,6% depuis 2007. Le taux de chômage a encore augmenté sur notre territoire, passant à 9,5%. Les choix budgétaires que nous devons opérer sont ceux visant à attirer les entreprises de toute taille sur notre territoire, et non à les faire fuir, et pas se réfugier derrière un bon carnet de commandes bien rempli, ou un carnet de commandes bourré de lettres d'intention. Certes, nous avons bien noté votre intention de ne pas alourdir la charge de la dette pour les générations futures, et nous ne pouvons que vous inciter à continuer. Mais au vu de la baisse des dotations de l'État, de la diminution drastique des marges de manœuvre financières, l'exercice budgétaire sera chaque année passant de plus en plus délicat.
L'heure n'est-elle pas venue de réfléchir à d'autres leviers que ceux consistant à augmenter systématiquement redevances et taxes de tout genre? Celui, notamment, du seuil en termes de population et de la mutualisation des moyens. Entre 2010 et 2012, la France a connu plus de 250 fusions de communautés de communes et d'agglomérations. Des communes fusionnent également. Un exemple, qui est assez proche d'ici. Bon, c'est en Bretagne. Donc, je tiens à préciser. Donc, il s'agit de Lorient Agglomération, et la communauté de communes de Ploué qui ont fusionné au 1er janvier de cette année. Donc, dans le cadre de leurs activités quotidiennes, bon, c'est bien, les habitants ne se cantonnent pas aux limites administratives de leur territoire. Saint-Nazaire Agglomération, c'est 10 communes, 116 000 habitants sur 318 km² et 60 conseillers communautaires qui sont présents ici. Lorient Agglomération, désormais, c'est 25 communes, 205 000 habitants sur 738 km² et 66 conseillers communautaires. Donc je salue l'efficacité de nos voisins bretons. Donc à l'heure du développement durable, il n'est plus possible de supporter cette déperdition d'énergie et d'argent public due à un millefeuille administratif que l'on entretient d'année en année. Nous vous soutenons dans vos objectifs de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Mais nous vous demandons de garantir un niveau d'investissement élevé pour maintenir et accroître notre activité. On ne peut pas se satisfaire d'une baisse de plus de 30% de l'investissement sur notre territoire. Et nous vous suggérons d'envisager un développement des limites administratives de notre agglomération, qui est bien trop petite aujourd'hui quand on regarde les enjeux qui se jouent au niveau européen. Nous sommes convaincus que l'avenir de notre territoire passe par l'union de nos forces économiques et sociales au niveau local, sur un périmètre déterminé, qui n'est pas obligé d'être obligatoirement à la remorque de Nantes, et par la mutualisation des moyens via la fusion des agglomérations et communautés de communes qui jouxtent la Carène. Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie. Merci, Monsieur le maire. Ce que je vous propose, Marianne, c'est prendre l'ensemble des interventions et puis vous serez amené à répondre aux uns et aux autres. Allez, Monsieur Blanchard. Monsieur le Président, mes chers collègues, j'observe que ce Conseil regrette les effets dont il chérit pourtant les causes. Bien sûr que dans l'agglomération nazérienne, pour reprendre le terme de ce rapport, pèse une croissance atone. Mais n'est-ce pas la faute de vos amis politiques socialistes qui, au gouvernement comme dans l'opposition, n'ont rien fait pour l'emploi, et en particulier dans notre territoire, l'emploi industriel en restant bras ballants devant les délocalisations? Je constate de plus le choix particulier des mots dans ce dossier. Tous ne me convainquent pas. Les émergents sont dans l'incertitude. Et pourtant, la Chine vient de déclarer la semaine dernière comme première puissance mondiale en pouvoir d'achat réel devant les États-Unis. Mais peu nous importe d'ailleurs, car nous sommes bien plus inquiets par les incertitudes françaises des 5 millions de chômeurs dont l'agglomération de Saint-Nazaire fournit, hélas, un bon contingent. J'exprime également mon étonnement devant certains paragraphes de ce dossier, dont je ne sais pas bien s'ils rendent compte d'un bilan ou s'ils ont valeur de propagande. Je viens de faire ces considérations sur une prétendue nécessaire coordination des politiques budgétaires nationales en Europe. Selon vous, plus que jamais de mise. Cette coordination existe déjà en partie, mais par l'anarchie, celle de l'euro, taillée pour l'Allemagne, mais monnaie trop forte pour les exportations françaises. Épargnez donc vos conseils avisés sur la coordination des budgets entre les États souverains en vue de nécessaires non distincts. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie de votre attention. Merci, merci monsieur. J'ai la demande de parole de monsieur Manara. Appuyez donc sur votre bouton, monsieur Manara, pour que je puisse vous identifier. Hop. Ce budget constitue l'an 1 de l'austérité à la Carène. C'est ainsi que le président... C'est ainsi que le président du groupe des élus communistes et républicains concluait son intervention l'an passé. Force est de constater que cette appréciation
Dès lors, est nettement confirmée par notre document de travail préparatoire à notre débat d'orientation budgétaire 2015 et par la réalité du contexte économique. Si ce document fait état d'une potentielle croissance aux États-Unis qui reste très fragile, il n'en relève pas moins que les estimations de la croissance mondiale sont de nouveau revues à la baisse, pour se situer autour de 3,5%. Dans ce contexte, il est clair que ce ne sont pas les exportations qui permettront de relancer l'économie européenne, pas plus que celle de la France. Par ailleurs, chacun sait que 80% des échanges se font à l'intérieur du pays. Les mesures pour sortir de la crise du modèle libéral qui est à l'œuvre sont donc à chercher en nous-mêmes, chez nous-mêmes. De ce point de vue, comme le relève aussi notre document de travail, ce ne sont pas les 0,5% de croissance prévue en 2014, puis les 0,9% en 2015 qui vont permettre une véritable relance créatrice d'emplois pour le pays. Ce n'est pas du côté de la politique du gouvernement qu'il faut attendre des solutions, comme en attestent les résultats qu'elle produit depuis sa mise en œuvre. Le choix de l'austérité budgétaire pour entrer dans les clous des critères de l'Europe libérale, choix qui n'a nulle part fait la preuve de son efficacité, bien au contraire, contraint fortement les budgets en faveur de politiques publiques utiles à nos citoyennes et citoyens, utiles à la consommation, à la relance de l'économie, à l'emploi. Certes, comme l'indiquent les éléments chiffrés, notre territoire a moins mal résisté en termes d'emploi. Mais on ne peut se satisfaire d'un taux de chômage de 9,5%, notamment dans un territoire fortement industrialisé. Derrière ces chiffres, ce sont des femmes et des hommes, ce sont des drames humains, des conditions de vie, de travail, de salaire qui se dégradent. À ce propos, j'en profite pour me féliciter de l'annonce faite par STX de la signature du protocole en vue de la construction de 2 nouveaux navires. Au-delà de rassurer sur l'avenir de la construction navale et du rachat en cours, il s'agit concrètement d'emploi. Et de ce point de vue, je veux dire ici avec force que pour nous, pour la population, ces investissements doivent profiter au territoire et à ses habitants. Loin de s'inscrire dans une dynamique, le gouvernement Valls va dans la continuité de celui de Nicolas Sarkozy, qui avait gelé les dotations et supprimé la taxe professionnelle, dont je rappelle que les 29 premières entreprises de notre territoire ont réalisé près de 30 millions d'euros d'économies. C'est plus de 10 milliards d'euros d'économies au plan national. Ces dotations aux collectivités vont baisser de 11,5 milliards d'euros d'ici 2017, ce qui représente une baisse de 28 milliards d'euros sur la période 2014-2017 pour l'ensemble des collectivités et qui représentera 28 millions d'euros cumulés pour la Carène dans la période 2015-2020, soit 5,6 millions d'euros par an. Et contrairement à ce qu'on nous affirme, ces économies n'ont pas pour but de redresser les comptes publics, mais de financer le CICE. Ce dispositif a coûté 10,8 milliards d'euros en 2013, attribués aux entreprises, ce qui correspond à un montant moyen, fin août 2014, de 2750 euros pour les micro-entreprises et de 12 millions d'euros pour les grandes entreprises. Pour l'exemple, Imperial Tobacco, qui ferme l'usine Seton Carquefou, a touché 600 000 euros au titre du CICE pour l'année 2013. En clair, ce sont les collectivités qui payent les cadeaux du gouvernement au patronat, sans que ce gouvernement ait exigé la moindre contrepartie en retour. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, est dans l'obligation de constater que les entreprises n'ont pas joué le jeu en termes d'emploi. Voilà le hold-up du siècle. Je ne reviens pas sur le fonds de péréquation communale et intercommunale qui va continuer de progresser à 570 millions d'euros en 2014, 780 millions d'euros en 2015
et 1000 millions d'euros en 2016, fragilisant encore la Carène et les communes qui la composent. Les dotations de l'État aux collectivités sont revenues à leur niveau d'il y a 12 ans, avant l'acte 2 de la décentralisation. Alors que depuis, un certain nombre de compétences ont été transférées aux différentes collectivités et en particulier aux agglomérations. La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation a rendu public un rapport qui indique que pour tenir le rythme, les collectivités seront contraintes de réduire de 30% l'investissement local dès 2015, alors qu'elles portent à elles seules 70% de l'investissement public. Ce gouvernement sera bien inspiré d'écouter et d'entendre le message de la présidente du FMI, qu'on ne peut pas qualifier de gauchiste, notoire, dont je cite la conclusion du rapport. Les pays où les besoins d'infrastructures sont clairement définis, les processus d'investissement public efficients et où l'économie tourne au ralenti ont tout intérêt à augmenter les investissements publics. C'est sous la même pression de très nombreux élus que le président de la Commission européenne vient de décider d'un plan d'investissement européen, certes très modeste, avec une dotation de 300 millions d'euros, mais qui n'en demeure pas moins un véritable infléchissement stratégique. Et pour couronner le tout, notre document de travail évoque l'hypothèse où le redressement des comptes nationaux ne serait pas effectif, ce qui en dit long sur l'appréciation portée quant à l'efficacité de l'austérité mise en œuvre. Réduire drastiquement les moyens des collectivités, c'est réduire leur capacité d'investissement et repousser toujours plus la sortie de crise. Dans ce contexte, avec les différentes associations d'élus de France, nous proposons de rassembler largement pour exiger du gouvernement qu'il réoriente sa stratégie à l'égard des collectivités afin qu'elles soient en mesure d'assumer leurs compétences. Et pour l'heure, vous l'aurez compris, nous partageons la volonté de ne pas nous enfermer dans une stratégie de repli qui consisterait à baisser la voilure sur nos investissements. Certes, le recours à l'emprunt est le corollaire. Ce qui vous en conviendrez est un comble, puisqu'il n'y a pas de réduction globale de la dette, mais déplacement de la dette vers les collectivités territoriales. Mais comme le précise notre document, un emprunt de 23 millions d'euros porterait notre capacité de désendettement à 3,2 années en 2020, ce qui reste une gestion très saine. Le niveau des taux d'intérêt actuels permet d'aller dans ce sens. Nous nous félicitons également du soutien apporté aux communes de notre agglomération par une redistribution plus équitable avec la dotation de solidarité communale. Nous plaidons pour le renforcement de la ligne de transport urbain, en particulier pour les communes périphériques, et la création d'une deuxième ligne de transport en site propre. Les marges de manœuvre existent pour augmenter le versement transport. Rappelons que les déplacements sont à 80% effectués pour aller de son domicile au travail, ce qui justifie pleinement une contribution des entreprises, d'autant plus avec les éléments que je viens de donner. Enfin, permettez-moi d'attirer l'attention sur l'augmentation des tarifs de budget index. On ne peut pas, d'un côté, affirmer qu'on ne fera pas d'augmentation fiscale avec une stabilité des taux de la taxe d'habitation, ce dont nous nous félicitons par ailleurs, de l'autre, augmenter sans cesse les tarifs des services publics vitaux tels que ceux de l'eau ou des ordures ménagères, alors que les revenus de nos concitoyens restent stables, voire diminuent, et que le chômage progresse. De notre point de vue, engager l'avenir sur ces questions de façon résolue et dynamique passe par l'évolution des comportements, des modes de consommation que nous devons contribuer à faire évoluer depuis les producteurs jusqu'aux consommateurs. Nous proposons de mener une grande campagne de conviction sur ces thèmes qui visent à réellement faire des économies. En conclusion, Monsieur le Président, chers collègues, nous ne partageons pas l'idée qu'il y aurait une fatalité à ce que les collectivités soient durablement sous-dotées. C'est pourquoi nous appelons l'ensemble des élus au rassemblement pour que l'État assume enfin ses responsabilités à notre égal. Merci de votre attention.
Merci. Avant le sujet, permettez-moi de faire une petite remarque. Faites attention sur la durée des interventions, puisque les uns les autres, je ne vais pas pouvoir tenir les débats si chacun prend 5, 6, 7, 8 minutes pour intervenir. Je vous demande de rester dans des temps de parole acceptables. Oui, mais chaque délibération, donc si chacun prend la parole, on risque d'être compliqué. Monsieur Belliot. Et pour moi, ça va être court. Donc je suis d'accord avec Monsieur le maire pour dire qu'effectivement, il serait plus profitable pour nos synergies, notre économie, un rapprochement avec les EPCI environnants. C'est vous qui dites ça? Oui, et effectivement, je suis pour un rapprochement, notamment avec la mais ça va être aussi avec les autres EPCI. Mais tout le monde peut évoluer. Mais permettez-moi de tout le monde peut. Et un rapprochement, ma logique est toujours la même, c'est un rapprochement avec notamment les 3 villes de la baie, de se rapprocher. Je pense que dans chaque PCI environnant, il y a des synergies, comme ça peut se faire avec les communes de Brière, ça peut être avec les communes de Brière qui sont à la fois à Cap-Atlantique et d'autres qui sont à la Carène. Je pense que c'est dans cette optique-là, et vous le savez très bien. C'est vrai que je crois que je suis toujours pour ce rapprochement, et je crois que ça peut se faire avec l'intégration. Parce que je crois qu'il y a quand même une logique qui est un peu meilleure que celle... Oui. Alors, je disais dans ce contexte que c'était mieux, effectivement, ce rapprochement avec ces EPCI, que ce soit Sud-Est-Mer, Cap-Atlantique ou Loire-et-Sillon, plutôt que de notre métropole. Je crois que nos synergies sont ici, dans la région proche, et notre économie est là aussi. Et je crois que c'est une logique que je soutiens. Je pense que c'est la meilleure. Et puis autrement, c'est une autre remarque aussi. Je trouve dommage que les fonds de concours ont été supprimés. Les fonds de concours qui servaient aux investissements, bien que la dotation de solidarité ait été augmentée. Je sais que vous avez fait un effort sur la dotation de solidarité. Le fonds de concours qui était d'1 million par commune et 2 millions pour Saint-Nazaire, 1 million pour les autres communes. Je pense que pour les investissements, c'était quelque chose d'intéressant pour nos communes. Et je trouve que c'est dommage. C'est tout. Vous voyez, c'est très court. Merci, M. Belliot. Y a-t-il d'autres demandes de M. Pelletier? Oui, mon intervention sera d'une toute autre nature que celle précédente, parce que c'est vrai que j'ai entendu parler beaucoup de politique européenne générale. Je vous rassure, monsieur le maire, vous n'avez pas le monopole de la défense des entreprises. Parce que je sens que vous prenez souvent la parole dans ce sens-là. Je pense que vous n'avez pas de leçons à donner, notamment à certains. Simplement, en ce qui concerne le débat d'orientation budgétaire, moi je remarque la qualité et le courage du travail. Donc je parle au nom de la majorité de Pornichet. Donc je remarque la qualité et le courage du travail de prospective financière dans ce contexte incertain et contraint. Pour autant, cette feuille de route affiche clairement les enjeux en termes d'économie et de maîtrise de charges à produire. En tant qu'unique condition au maintien d'une dynamique de projet sur notre territoire, cela est vrai que l'on soit commune ou structure intercommunale. Aussi, je confirme mon étonnement de la semaine dernière quant aux hypothèses de variation de la masse salariale de plus 2,5% et des charges courantes de plus 3%. Alors que notre challenge pour les années futures est de les contenir. Mon interrogation est d'autant plus présente que l'on affiche une augmentation des tarifs, on va voir tout à l'heure, en 2015, que la majorité municipale de Pornichet votera. Vis-à-vis de nos concitoyens, comment ces anticipations vont impacter leurs factures en 2016 et au-delà? Quelles sont vos perspectives en la matière? Ne devrions-nous pas d'abord mener un travail de fond sur nos dépenses, comme dans nos communes, plutôt que d'actionner aussi vite la politique tarifaire et fiscale? Voilà, je vais terminer, Monsieur le Président et mes chers collègues. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole avant que je repasse la parole à Marianne? Allez, Marianne. Hop. Alors, je commence par quoi? Voilà. Donc, vous avez parlé, alors je réponds un peu à tout le monde.
Vous avez parlé d'endettement. L'endettement, il n'est pas actuel. L'endettement, il est de 30 ans. Il y a eu des gouvernements de droite et des gouvernements de gauche. Bon. La population d'EGF, elle n'est pas de 120 000 habitants, elle est de 130 000 actuellement. Et vous avez dit austérité, morosité, peut-être, mais à la Carène, nous ne sommes pas asphyxiés. Au contraire, nous devrions nous réjouir d'avoir eu une gestion saine pendant les 6 ans. Hein, avec une maîtrise des dépenses de fonctionnement. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Pour le VT, on a bien dit que dans la présentation, c'était un service constant et que pour l'instant, il y avait des projets qui étaient en cours, c'était la tarification sociale et le cadencement. Et pour la ligne nouvelle, on verra, c'est clair. Et puis, pour la maîtrise des dépenses de fonctionnement, pour répondre à M. Belter, eh bien, il faut savoir qu'effectivement, même si on tend à avoir des maîtrises de fonctionnement dans nos budgets, eh bien, il y a des choses qui sont imparables, comme la refonte des grilles indiciaires, comme le GVT, l'augmentation des cotisations sociales, des remplacements de personnel. Et rien que pour la Carène, à ce moment, eh bien, même si on a voulu contraindre les embauches, les recrutements, ça fait quand même plus de 2%. Et 2%, bah, c'est énorme. Et on essaye, mais rien que les refonds des grilles indiciaires catégorisées, pour la Carène, c'est 21 000 €. Voilà. Enfin, moi, je suis très fière d'avoir eu à vous présenter un budget avec une gestion aussi saine que cela. J'en ai fini. Bien, permettez-moi de conclure avec les deux. Pardon, excusez-moi, monsieur Arnaud. Bonsoir. En complément de ce qu'a pu dire Marianne à l'instant, je voudrais apporter quelques petites réponses, notamment à M. Le Néraire, concernant la cotisation foncière des entreprises. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que depuis la réforme de la taxe professionnelle, les entreprises en fait, ont vu baisser près d'un tiers les taxes perçues par notre BCI. Donc ça, c'est une chose qui est quand même importante à savoir. Lorsque vous dites qu'aujourd'hui, la CFE a été augmentée, il faut savoir aussi, et ça avait été rappelé, je crois, lors du dernier vote, que 55% des entreprises ont vu une baisse de la CFE, que 35% ont vu une hausse de la CFE, et que 10% n'ont pas vu ni baisse ni hausse. Donc, reprendre vos propos quand vous dites forte hausse de la CFE, des taxes en général, augmentation des taxes, faire fuir les entreprises, je pense qu'il faut mesurer vos propos. Ensuite, ce que je voulais dire peut-être de manière un peu plus générale, c'est que vous parlez d'austérité les uns les autres. Alors oui, c'est un mot qui revient souvent, mais pour aller dans le sens de Marianne Alban, quand même, ce qu'il faut voir, c'est que notre capacité d'investissement reste forte, moindre que dans le mandat précédent, c'est certain, vu la baisse des dotations de l'État, vu aussi notre obligation de contenir les dépenses de fonctionnement, mais justement, c'est en réduisant ces dépenses de fonctionnement qu'on va pouvoir investir. On va pouvoir investir au profit des services pour les habitants, au profit de l'emploi au final. Donc, on ne peut pas parler de budget d'austérité à la Carène aujourd'hui. Merci. Merci, monsieur Arnaud. Monsieur Delan, qui a demandé la parole. Oui, juste, je n'arrive pas à entendre les propos de M. Blanchard quand il dit que rien n'a été fait pour l'emploi par l'État. M. Blanchard, apparemment, je crois que vous aviez fait état, donc vous aviez travaillé au sein des chantiers de l'Atlantique. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité depuis que vous ne travaillez plus, mais quand même, sur notre région, nous avons bénéficié de l'appui de l'État, et pas seulement l'entrée au capital de STX, l'omniprésence de l'État pour les prises de commandes, que ce soit celles pour les chantiers au niveau des paquebots, comme au niveau des avions d'Airbus. Donc l'emploi local, on peut toujours, à des fins politiques, dire à l'emploi. Évidemment, il y a des gens qui sont éloignés de l'emploi, mais les politiques nationaux y ont travaillé ces dernières années, et avec des couleurs gouvernementales différentes. Donc effectivement, peut-être que dans ce que vous recherchez comme objectif pour attirer à vous des gens éloignés de l'emploi sur lesquels
la Carène travaille aussi, le Conseil régional travaille aussi. On peut citer quand même les plateformes, le centre de réalité virtuelle, l'usine Alstom qui se met en place, la cité sanitaire qui a été construite, le plan de relance qui a quand même aussi permis la construction d'un BPC voici quelques années. Donc, effectivement, c'est toujours insuffisant pour les gens qui sont éloignés de l'emploi. Mais dire qu'en haut, rien n'est fait à Saint-Nazaire, c'est honteux de dire ça, M. Blanchard. Y a-t-il d'autres prises de parole avant que je conclue ce débat d'orientation budgétaire? S'il n'y en a pas, je vais raccourcir mon propos puisque je dois vous dire que je partage à 100% les propos de Jérôme Delan. Mais quelques points. Je crois que personne n'est dupe dans cette assemblée. Les élections, en tout cas la campagne des élections cantonales, non, c'est pas une législative, c'est pas une européenne, malgré les propos, les élections cantonales, et le positionnement des uns et des autres se fait dans cette assemblée, et je trouve cela bien dommage pour celles et ceux qui vivent sur nos territoires. Ne pas confondre les assemblées. Deuxième point, il y a un scoop ce soir. Entendre M. Belliot nous dire qu'il faut vous tourner vers la Baule, sincèrement, la cohérence ou l'incohérence des propos à quelques mois entre une campagne municipale et les dernières années que vous avez siégé en tant que vice-président et maire de Pornichet, les bras m'en tombent. Mais, croyez-moi, on ne vous ai pas attendu que ce soit le groupe ACDC, pour que ce soit M. Le Maire ou M. Belliot, y compris dans la campagne électorale, ce que je n'ai pas entendu dans les autres propos. C'est bien de travailler, d'aller chercher des synergies, d'aller chercher des complémentarités, bien sûr avec Cap Atlantique. Cap Atlantique, c'est pas que la Baule, c'est Guérande. Sachez que nous nous voyons très régulièrement. C'est vrai avec Montchâteau, c'est vrai avec Savenay, c'est vrai avec Haute-Loire. Voilà pourquoi j'ai pris mon cartable et ma voiture pour me rendre et aller discuter et trouver des synergies. Voilà pourquoi je voulais annoncer un audit est en cours à l'agence d'urbanisme pour que l'agence s'organise, justement pour être un lieu de rassemblement de l'ensemble de ces EPCI. Je ne comprends toujours pas, mais j'aimerais que vous m'apportiez de démonstration. Pourquoi il nous faudrait tourner le dos, en clair, à la métropole Nantes-Saint-Nazaire? Mais on était, voilà, une semaine, 15 jours, aux Assises de la mer, avec la journée prélude à Saint-Nazaire. Il y a les affaires portuaires, donc ces sujets viendront dans cette assemblée. Et vous croyez qu'on va les traiter entre EPCI, Carène, La Baule? Non. La métropole a du sens. Et je ne comprends pas les groupes plutôt qualifiés de droite, même si des fois j'ai du mal à m'y repérer. Comment il y a une telle distorsion entre vos propos et ce que nous entendons les uns les autres, de gauche ou de droite, dans ces journées où tous les industriels se félicitent, mais il n'y a pas que les industriels, les économies de services, se félicitent que sur ce territoire, dans cette métropole, le préfet lui-même l'évoquait l'autre jour, puisqu'il vient d'arriver en disant « le public-privé ici ne s'oppose pas, il travaille main dans la main ». La métropole nous permet cela. Et vous nous demandez de revenir sur les drapeaux bretons. Monsieur le maire n'a que ça dans sa bouche depuis quelques mois. Monsieur Belliot nous dit il faut... Et alors, Monsieur Blanchard, c'est encore pire que tout, c'est le bashing en permanence. Vous êtes en train de faire du bashing carénien, nazérien, en permanence. Vous nous parlez en permanence d'emploi, comme si, voilà pourquoi je partage les propos de M. Delan, et je sais qu'ils sont énormément partagés, sur des postures simplement politiciennes qui n'honorent pas votre mandat et qui appellent, je crois, au rassemblement des Républicains pour ne jamais vous laisser les manettes, que ce soit dans les villes, dans les collectivités locales, dans les départements, dans les régions ou bien évidemment dans l'État, parce que ce que vous nous proposez, c'est au contraire l'augmentation de la crise. Merci à vous, service de la Carène, à Marianne Aglan, à Martin Arnoux, pour cette présentation extrêmement sérieuse. Et pour revenir sur une considération importante, c'est aussi, il faut le souligner, on serre les boulons dans le fonctionnement, ça a été évoqué, et en même temps, nous conservons
une capacité à investir, donc aussi une capacité à faire tourner la machine économique sur notre territoire, puisque 20 millions d'euros par an, c'est 20 millions d'euros d'appel d'offres qui font tourner, bien évidemment, les entreprises et donc l'emploi. Merci. Alors, je vous demande non pas de voter, puisque le vote aura lieu plus tard, mais donc de prendre acte de ce débat d'orientation budgétaire. Madame Legrand, vous n'en avez pas fini. Donc, délibération numéro 3. Donc, la délibération numéro 3, c'est d'après cette statut, la DDRN s'inscrit dans le cadre d'un programme partenarial qu'elle effectue pour le compte de ses membres dans différents domaines. Donc, par délibération du Conseil communautaire du 17 juin 2014, cette convention avait été renouvelée pour une durée de 6 mois, au 31 décembre 2014. Dans l'attente des conclusions d'un audit actuellement mené sur les missions de la DDRN, il est proposé de poursuivre ce partenariat pour une durée de 6 mois renouvelable une fois par tacite de conduction et de conclure pour se faire un nouvel avenant à la convention en cours. Donc, au titre de l'année 2015, il est proposé de maintenir la subvention annuelle de fonctionnement au montant de 997 745 €. La dépense en résultant sera imputée au compte 65-74 du budget principal. Merci. Il y a M. Texier qui nous demande la parole et M. Blanchard. Monsieur Texier. Monsieur le Président, chers collègues, il nous est demandé, dans l'attente de la mise en place d'une nouvelle convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens, de poursuivre le partenariat avec la DDRN, qui est l'agence de développement durable de la région nazérienne. Cette association de loi de 1989 est un outil d'aide à la décision, qui nous est aujourd'hui bien utile. Donc, outil d'aide à la décision auprès des collectivités et des différents acteurs de développement local. Le périmètre actuel de la DDRN est bien au-delà du RN, région nazérienne. Les territoires membres et adhérents passent, ou plutôt dépassent, nos frontières de la Carène, comme les intercommunalités du Cap-Atlantique, de la communauté de communes du Pays de Pontchâteau-Saint-Gildas, de la communauté de communes Loire-et-Sillon, du pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, soit plus de 40 communes. Pourraient être adhérents, mais ne sont pas les communautés de communes sud-estuaires et des pays de Ré, proches voisins avec lesquels nous avons des points communs, comme l'Atlantique. Une possibilité d'ouverture, il me semble. Le travail de la DDRN est intéressant car elle nous donne des informations prospectives sur ce qu'il y a autour de nous et pas que sur notre territoire. Faut-il encore qu'on s'y intéresse de plus près? Je ne dis pas qu'on ne s'y intéresse pas, je dis que ça mérite un peu plus d'être creusé. Le travail de la DDRN est intéressant également, car elle ne nous donne pas exclusivement une vision sur la communauté de Nantes Métropole, à laquelle on sent une attirance épidermique sur bien des sujets. On ne dit pas non plus d'y tourner le dos. Mais à quel coût? J'attire juste votre attention, j'attire juste notre attention sur le fait que la DDRN nous coûte près d'1 million d'euros par an, ce qui n'est pas une paille, et que nous y sommes adhérents depuis 2007. Une fois de plus, les retours faits par la DDRN sont très intéressants. Cette association emploie également une vingtaine de salariés, 1 million d'euros, 20 salariés, si ça parle à certains, avec 13 chargés de mission et responsables de mission, 4 chargés de communication et 3 chargés administratifs. Mais quel en est réellement le retour sur investissement, plutôt quel est réellement le retour que nous en faisons? Et qu'est-ce qui justifie un budget de fonctionnement aussi élevé pour ce coût aussi exorbitant? 1 million d'euros par an. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur. Monsieur Blanchard, vous avez demandé la parole? Monsieur le Président, mes chers collègues, dès le début de M. Bacqueux en tant que maire de Saint-Nazaire, celui-ci, comme dans toutes les instances dirigées par des socialistes, a délégué à des associations des thématiques qu'ils estimaient probablement les plus complexes. Ne sentait-il pas les salariés de la Carène à la hauteur de la tâche? Ne serait-il pas qu'il y ait concertation entre les services de peur que quelque chose ne lui échappe? Ou bien a-t-il simplement créé cette association qu'est la DDRN dans le seul but de placer confortablement certains de ses connaissances à des postes clés? Bref, de toute façon, nous ne le saurons jamais. Rien n'est jamais inscrit dans le marbre en matière de politique. Ce n'est pas parce qu'une communauté s'est désengagée d'une mission
qui de plus soumet à sa volonté toutes les autres, que la nouvelle, ou devrais-je dire les nouvelles, doivent faire de même. La méthode socialiste est bien huilée. On crée de multiples organismes et associations pour mieux noyer les poissons. Sauf qu'ici, les poissons sont les habitants de la communauté d'agglomération, qui ne savent plus où donner de la tête, et surtout de qui s'occupe de quoi. Que nous le voulions ou non, la Carène est l'instance qui centralise les liens intercommunaux. Elle embauche plus de 400 personnes. Nous le reconnaissons dans leurs compétences. Dans le cas présent, nous devons voter pour une subvention de fonctionnement d'1 million d'euros. Je propose que les missions de l'ADDRN soient transférées aux professionnels de la Carène, ce qui, j'en suis convaincu, serait plus économique. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie de votre attention. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole? Oui, monsieur Provost. Oui, je pense qu'il est important de rappeler à ce stade de nos débats que l'association dont on parle est une agence d'urbanisme qui obéit à des statuts tout à fait réglementés au niveau national, et que ces agences d'urbanisme existent dans la plupart des grandes collectivités. Elles existent à Nantes, mais elles existent sur d'autres territoires. Et je pense que jeter en pâture le budget d'1 million d'euros sans rappeler derrière ce que sont les missions d'une agence d'urbanisme me paraît pour le moins léger. Qu'il y ait des efforts à faire, qu'il y ait des missions à redéfinir ou à réorienter, pourquoi pas. Mais je crois que nous avons un outil de stratégie, voire de coopération avec l'ensemble de ce PCI dont certains nous parlent depuis le début de ce conseil, qu'il est essentiel de préserver. Et d'ailleurs, dans les nombreuses études que mène la DDRN, je tiens à signaler qu'il y a deux choses qui sont mises en évidence et qui nous ont permis peut-être d'aller très, très vite et beaucoup plus vite avec Nantes qu'avec d'autres. C'est notamment le taux d'effort pour le logement social et le taux d'effort globalement pour les services publics, notamment pour le transport. Voilà deux choses qui nous sont communes avec Nantes, qui ne le sont pas encore avec l'ensemble de nos EPCI voisins. Et j'espère que nous pourrons, dans les mois et les années qui viennent, mettre ça en commun. C'est une des conditions, je pense, essentielles de nos rapprochements pour le bienfait de nos populations. Merci. Un petit mot. Bien évidemment, je partage les propos d'Éric Provost. Je vous ai dit tout à l'heure, parce que les uns et les autres, il y a des exercices où j'ai bien compris que vous avez prévu des interventions, mais je vous ai dit tout à l'heure, notamment, que s'il y a un audit sur l'agence d'urbanisme, c'est parce que je considère que l'agence, qui est agence d'urbanisme, Éric vous l'a expliqué, auparavant elle ne l'était pas. Je dis, non pas pour plaisanter, parce que j'ai trouvé là encore votre propos déplacé envers les salariés de la Carène ou de l'agence, mais sachez qu'il y a des passerelles entre les collectivités, les 10 communes et l'agence d'urbanisme. Nous avons dans nos rangs des hommes et des femmes qui passent d'une structure à une autre. Et qu'auparavant, l'agence n'était pas agence d'urbanisme. Elle s'appelait DDRN et non pas agence ADDRN. Mais je ne refais pas l'histoire. Et notamment, nous réinterrogeons, y compris le modèle économique. J'ai entendu les propos de M. Texier, mais aussi la gouvernance. Et sachez que ce n'est pas le président de la Carène ou le maire de Saint-Nazaire qui serait seul autour de la table à présider cette structure. Il y a un conseil d'administration ouvert sur le monde économique. Il y a aussi une nouvelle gouvernance politique de l'agence d'urbanisme, et notamment ça fait partie de la commande de l'audit, justement pour être un lieu de rassemblement, un lieu de débat, parfois de confrontation lorsque les avis sont divergents. Éric en a cité, mais il y a aussi d'autres enjeux à venir, notamment en termes d'aménagement du territoire, mais aussi des relations nord-sud. Et celles et ceux qui craignent en permanence la relation avec l'agglomération nantaise, nous sommes attachés à conserver notre agence d'urbanisme, parce que oui, c'est un outil d'aide à la décision. Oui, c'est un outil qui nous permet d'être en prospectif et parfois de sortir un petit peu du quotidien. Un choix était possible, c'était d'adhérer à l'agence nantaise. Nous souhaitons conserver ce lieu, justement, d'éclairage, si je peux me permettre, mais aussi un lieu de rassemblement. Et donc, là aussi, le modèle économique est interrogé parce que l'agence rend des travaux, il y a un contrat partenarial, et il faut peut-être mieux gérer les flux. Cap Atlantique en fait partie, et sachez, pour répondre très clairement, la proposition que vous émettez
de dire, et pourquoi pas le Sud-Loire, sachez que cette proposition leur a été faite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque je me suis déplacé rencontrer l'ensemble de ces présidents d'EPCI, ou des maires, qui peuvent aussi adhérer, sachez que les EPCI peuvent adhérer, mais aussi les collectivités peuvent adhérer, sachez qu'en permanence, et ceci, voilà encore 3 semaines, je fais bien évidemment cette proposition. Voilà. Les choses sont extrêmement claires. Mais laissez-nous un petit peu de temps, y compris sur le DIT qui vient juste de débuter, voilà quelques jours. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Eh bien écoutez, unanimité pour notre agence d'urbanisme. Des fois, je dois vous dire. Bon, c'est comme ça. En tout cas, unanimité pour l'agence d'urbanisme. Bien. Madame, il y a des fois où j'ai du mal à... Non. Monsieur le Président, une erreur de ma part, je vote contre. Vous savez, Monsieur Blanchard, si je respectais la décision, le vote est clos, et je pourrais vous dire, alors, tellement je vais... Ah, Magnani, bien évidemment, mais surtout au regard de vos propos tenus, nous enregistrons un vote contre de Monsieur Blanchard, représentant le Front National. Merci. Madame Maton. Donc, délibération de... Alors, je vais raccourcir, sinon on sera à demain. Délibération 4 de 4 à 8. Donc, ce sont le Code général des collectivités territoriales qui prévoit que les organes délibérants des collectivités locales se prononcent sur le rapport éthique respecté par les sociétés publiques locales. Donc, la 4, a été envoyée. La 4, c'est la STRAM, la 5, c'est la CELA, la 6, c'est la Savoie, et la 7, la SPL régionale, la 8, la SONADER.